RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec Antoine Fenech, bonjour. Bonjour. Journaliste, chroniqueur, et Jean-Benoît Poul, bonjour. Bonjour. Chercheur normalien, agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église, vous collaborez notamment à la revue Grand Continent. Et ensemble, ce matin, on va parler évidemment d'une semaine de politique avec le discours de politique générale de François Bayrou demain, Louis. Oui, et nous parlerons aussi de la question de l'Algérie. La France est-elle humiliée par l'Algérie? Mais on va commencer par le feuilleton politique et de savoir si ces tractations que François Bayrou a engagées vont pouvoir aboutir sur des arbitrages que l'on devrait connaître. Donc, après une semaine d'intenses discussions, on va voir ce qu'en pensent nos débatteurs dans un instant. Et dites-nous aussi ce que vous en pensez par mail, direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. C'est donc un discours de politique générale très attendu, mais on a déjà attendu beaucoup de choses depuis les remaniements et les premiers ministres qui se succèdent. Donc on ne va pas faire d'effet d'annonce forcément tonitruant, simplement constater que François Bayrou est attendu sur la question de savoir si on peut avoir une issue politique à la situation dans laquelle on se trouve, sachant que sur la question des retraites, les choses semblent se cliver. À l'image de ce qu'a dit le président LR du Sénat, Gérard Larcher, ni suspension ni abrogation. Est-ce que ce nini est bien sûr possible dans la durée à tenir entre des forces politiques qui ont du mal à s'entendre sur les priorités que la France doit se donner. Alors on va voir avec vous, Jean-Benoît Poul et puis Antoine Fenech, ce que pourrait être ce discours de politique générale et puis ce que François Bayrou peut faire de mieux que Michel Barnier. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs, Antoine Fenech, là-dessus ? Pour le moment, on n'en sait rien puisqu'on attend justement le discours de politique générale qui aura lieu mardi. Cependant, il a lui-même précisé que, en état actuel des choses, il reprendrait la première mouture du budget qui avait été présenté par Michel Barnier. Et pourquoi ça ? Parce qu'il veut aller vite. Il a lui-même dit qu'il voudrait signer ce budget mi-février. Alors, si on continue comme ça, il ne se démarque pas de Michel Barnier. Sauf que pour lui, sa seule option pour pouvoir éviter une potentielle censure du RN comme LFI ou le PS, c'est de pouvoir faire une concession. Et là, la réforme des retraites, ça pourrait être un point sur lequel il pourrait éviter une censure. Donc, c'est-à-dire proposer, par exemple, avec Olivier Faure, un retour aux 62 ans. Mais c'est quelque chose c'est un jeu d'équilibre, en fait, qui n'est pas simple. Et donc, il s'agit plutôt d'aller séduire du côté gauche. Alors oui, pourquoi ? Parce que Michel Barnier avait tenté justement de négocier avec le RN, ce qui n'avait pas vraiment fonctionné puisqu'il a été censuré. Et finalement, il se dit, comme avec Éric Lombard, le ministre de l'économie, pourquoi pas aller se tourner vers la gauche, parce que la gauche n'a pas encore été essayée. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un succès, parce que si on fait des concessions à la gauche, ça veut dire que le bloc central pourrait ne pas être... content, entre guillemets, des concessions. Donc c'est un jeu d'équilibre très mince entre les deux. Voilà. Et puis la gauche est divisée. La gauche est divisée. Vous avez les 66 députés socialistes qui pourraient potentiellement être ouverts à une discussion, par exemple, sur le retour de la réforme des retraites, voire une suspension provisoire pendant 6 mois. C'est ce qui a été évoqué avec Olivier Faure. Mais ça ne veut pas dire que tous les députés socialistes ne voteraient pas la censure. Et puis la France Insoumise, on a encore vu Éric Coquerel qui refuse complètement le dialogue, qui dit que ça ne changera absolument rien, le gouvernement de Bayrou par rapport à Michel Barnier. Le mérite de discuter à gauche, le mérite en tout cas pour François Bayrou, c'est éventuellement diviser justement la gauche. Jean-Benoît Poul. Oui, c'est une stratégie effectivement assez claire. Moi, je pense que effectivement sur le fond, quant au positionnement, quant au passé aussi de ces deux hommes politiques au long cours qui ont été François Bayrou et Michel Barnier, il y a au fond peu de différence, mais la différence c'est la méthode. Ce sont deux hommes politiques, l'un centriste, l'autre d'héritage gaulliste, mais pour lesquels la matrice démocrate chrétienne a été très importante, si on regarde sur le temps long. Mais simplement, oui, la différence tient, comme je l'ai dit, à la méthode, c'est-à-dire que François Bayrou pourrait reprendre une expression macronienne qui est celle de faire travailler la poutre, comme on dit, c'est-à-dire porter la discorde chez l'ennemi. Bon, ça c'est plutôt une expression de Gaulle. Faire
la désunion de ses adversaires. Cela étant, c'est très très risqué, comme vient de le rappeler John Fenech, tout simplement parce que, d'une part, une suspension de la réforme des retraites, bon, on sait que cette réforme n'avait pas l'assentiment, en tout cas dans les sondages, de la majorité du pays, donc c'est quand même se condamner en période de disette budgétaire à encore plus des années de vaches maigres, et c'est aussi en fait se mettre à la merci de gens, de groupes pour qui l'intérêt électoral prime d'abord, et ils pourront décider, comme l'a fait d'ailleurs le RN pour M. Barnier, quand ça ne convenait plus, et leur calendrier politique est très différent, j'allais dire, du calendrier budgétaire, du calendrier de la réforme de l'État que veut pousser en avant François Bayrou. Vous disiez des méthodes différentes, mais est-ce que François Bayrou ne s'est pas inspiré aussi de l'échec de Michel Barnier? Peut-être aurait-il eu la même méthode que Michel Barnier, mais Michel Barnier ayant été le premier à passer, eh bien, il a réussi à... C'est possible, c'est un élément... cause de l'échec. C'est tout à fait un élément d'explication. L'autre étant que c'est tout de même aussi, je crois, dans la méthode Bayrou, que donner une sorte de primat, en tout cas affiché, à la concertation, au plan, à la longue vision. C'était pas pour rien qu'il a été haut commissaire au plan. Et c'est aussi le positionnement, j'y reviens, de son centrisme, qui a été un centrisme qui a un petit peu regarder vers la gauche, déjà en 2007, encore plus clairement en 2012, c'est cette idée qu'on va travailler avec une gauche social-démocrate de bonne volonté. Le problème, c'est que électoralement, en fait, avec la formation donc, de la NUPES, puis surtout du NFP, cette gauche social-démocrate, en fait, s'est fait voler le leadership, s'est fait un peu voler la tête d'affiche par une gauche un petit peu plus de rupture, pourrait-on dire, la gauche tendance à LFI, ou tendance en tout cas carrément à rupture, LFI. Même. Oui. Bon, je crois que les politistes débattent encore pour savoir à quel point LFI est vraiment un parti révolutionnaire. En tout cas, c'est un parti qui joue sur des références, sur des symboles révolutionnaires. En tout cas, ni RN ni LFI ne se fissurent. Donc, on est bien obligé, quand on est à la place de François Bayrou, de faire avec des formations autres. Mais l'idée, en fait, c'est de fracturer pour Macron et pour Bayrou le Front populaire. Vous avez 190 députés. Pour l'instant, il n'a pas été possible à une seule seconde de négocier, de créer une entente avec tous ces députés-là. Et Bayrou est vraiment conscient aujourd'hui que sans tendre la main à une partie de ces députés-là, il ne pourra pas composer quelque accord que ce soit. Donc il y a aussi un élément qui est important de mentionner, c'est que Macron, lui, il a un enjeu de taille. Il est encore à l'Élysée pour 30 mois, donc 2 ans et demi, et aujourd'hui, il n'a pas d'option de pouvoir faire passer aucune réforme. C'est-à-dire que lui, l'objectif, c'est de pouvoir tenir et d'éviter, par exemple, de redissoudre l'Assemblée nationale. Parce que s'il redissout l'Assemblée nationale dans quelques mois, vous allez avoir, sans les désistements qu'on aurait pu avoir, sûrement une majorité Rassemblement national. Et je pense que Macron a plus d'intérêt à faire quelques concessions, par exemple sur la réforme des retraites qui coûterait 3,5 milliards d'euros, certes qu'il faudrait trouver, mais pour lui, il a plus d'intérêt à faire ça que d'avoir une cohabitation à la dure, comme on a connu sous la Ve République, avec une majorité Rassemblement national qui s'opposerait complètement à Macron, et ce serait complètement la fin en fait pour le mandat de Macron anticipé. C'est votre avis, Jean-Benoît Paul ? En partie seulement, j'explique tout de suite. Je pense que la pression à redissoudre sera tout de même très forte. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Nous verrons bien quand la question se posera, c'est-à-dire en août, septembre prochain, constitutionnellement. Mais je pense que Macron préférera dissoudre plutôt que de voir monter quand même cette petite musique, dont il fait ce qu'il veut, mais qui peut-être peut devenir politiquement très gênante, qui est celle des appels à sa démission. Macron préfère redissoudre et agiter encore la boîte et voir ce qui va en sortir, plutôt que de voir se porter principalement la pression sur lui, sur sa personne, avec quelques fondements d'ailleurs, puisque c'est même lui le principal responsable de la dissolution. Et pourtant, vous avez aussi vu et entendu que Emmanuel Macron a dit pendant ses vœux de fin d'année qu'il regrettait en quelque sorte, qu'il trouvait que cette dissolution n'avait pas apporté finalement grand-chose au pays, donc il a fait... Elle a été mal comprise. Voilà ça. C'est pas qu'il la regrette, c'est qu'elle a été mal interprétée. Oui, c'est forcément les autres. C'est toujours c'est discours classique. Voilà, le problème ne vient pas de l'énonciateur, mais plutôt de la réception. Et cependant, ça laisse penser que pour lui, ce serait vraiment encore, s'il se prenait un deuxième revers et une deuxième potentielle dissolution,
Là, ce serait la honte et puis la cohabitation derrière. Donc, il faut voir les enjeux. Si les députés seraient prêts à refaire des concessions, c'est-à-dire des annulations par rapport aux autres candidats, les désistements. Donc, tout ça, c'est une question. Voilà, il y a beaucoup de flou là-dessus. Enfin, je pense, pour reprendre vos deux expressions, que la honte, elle est déjà là, sans politique politicienne, et la cohabitation aussi, d'ailleurs, puisque on a, quand bien même, en fait, il serait censé être du même camp, on a quand même cette situation exceptionnelle d'un Premier ministre qui force son président à le nommer. Je crois que dans les annales de la Ve République, il fallait évidemment tenir compte des équilibres, mais ça ne s'était jamais vu. À ce point-là, on a le président, le matin, décidé à nommer quelqu'un, et qui, après une entrevue qu'on devine orageuse avec celui qui était encore son haut commissaire au plan, décide que ce sera finalement lui. Donc ça dit aussi quelque chose, et là je retombe d'accord avec vous, de l'affaiblissement inédit du président de la République. Est-ce que ça dit quelque chose de la capacité de François Bayrou à réussir ? Eh bien écoutez, on va vite le voir. S'il est extrêmement résolu, peut-être a-t-il une solution. Alors, lui qui conseille quand même le monde politique depuis très longtemps, parce qu'il est quand même très consulté à droite comme à gauche, comme le vieux sage. C'est un vétéran de la politique. Il connaît parfaitement les rouages de la politique politicienne, c'est-à-dire les alliances, les désistements. Donc déjà, il a plus d'expérience là-dessus que Michel Barnier. On va voir quand même s'il arrivera à contenter, à satisfaire le bloc central, la gauche, éviter aussi une censure de la droite. Donc il va falloir parler à tous les blocs. Évidemment, Macron refuse de parler au bloc la France Insoumise RN, qu'il estime qu'il n'est pas dans l'arc républicain. N'empêche que ce ne sera pas une tâche aisée de pouvoir satisfaire la gauche et en même temps de parler à la droite de Laurent Wauquiez, par exemple. Que peut-il dire de plus que ce que Michel Barnier a déjà dit, la tonalité sur on va avoir le discours sur la responsabilité, etc. Vous êtes engagé à être responsable devant le pays. Ça, ce discours a déjà été tenu. Donc, est-ce qu'il faut entrer dans la matérialité des choses dès le discours de politique générale pour, en quelque sorte, ferrer les députés sur des choses concrètes et pas sur des intentions? Jean-Benoît Poul. Je pense que, encore une fois, sur le fond, il n'y aura pas d'énormes inflexions, mais que la méthode et peut-être même la tonalité pourraient être très différentes, avec peut-être aussi un appel moral, qui était présent en filigrane chez Michel Barnier, mais Bayrou, là encore, cette matrice démocrate chrétienne est très importante. Pour lui, la dette est une faute morale. C'est lui qui est parent de 6 enfants, grand-parent, émérite, etc. Il ne veut pas laisser aux prochaines générations une dette. Or, il se trouve, c'est pas de son fait, avec un des gouvernements les plus endettés de l'histoire. Donc, il y aura, je pense, cette sorte d'appel au sentiment, si vous me permettez l'expression. Cet appel également aux responsabilités, c'est indissociable, mais peut-être, je pense aussi, c'est un homme de l'ancien monde, même s'il a aidé à faire éclore le nouveau. C'est quelqu'un qui a une certaine culture classique, c'est un agrégé de lettres classiques. Donc, il y aura sans doute des références, je pense, plus anciennes, des choses peut-être assez inédites sur la forme. Vous attendez un exercice de style un peu, Jean-Benoît, là ? Oui, je pense que ce serait intéressant de voir aussi comment ce discours a été élaboré. Je m'en réjouirais en tout cas. Ça manque au débat public aujourd'hui. La forme, la forme en fait englobe et travaille le fond en fait à la manière dont un sceau ou une sculpture en fait sculpte la matière brute. Donc je pense que c'est la base d'ailleurs de l'art politique. Les mots sont importants. Les mots, et ça ne veut pas dire moi je suis un peu, je n'ai rien contre les communicants et les exercices de communication, mais je trouve que les éléments de langage, comme on dit, ne font pas de tout. Il y a aussi la manière de les mettre en œuvre, et on peut penser à cet égard à toutes les anciennes déclarations de politique générale qu'on peut re-regarder et qu'il est important aussi parfois de reprendre. Il y a une certaine solennité. Oui, avec quand même aussi l'idée d'une certaine pente un peu descendante. Je ne veux pas dire que tout était mieux avant, mais malgré tout, on a cette idée que l'exercice devient peut-être de plus en plus technicien et laisse de moins en moins de place aux grandes envolées lyriques. Mais de manière est-ce que vous vous rappelez d'un grand discours de politique générale en termes d'art oratoire ? Alors, j'aurais du mal, là rien ne me dit, mais celui de Jacques Chaban-Delmas dans les années 70, donc c'est déjà assez loin, en 69-70, si ma mémoire est bonne, a marqué les esprits, tout simplement parce qu'il a annoncé des choses assez différentes de ce que Georges Pompidou voulait. Il a annoncé la nouvelle société, donc il partait un peu plus à gauche. Mais bon, là c'est l'histoire assez ancienne, c'est mon métier après tout. Mais ça veut dire que quand vous dites les mots ont du poids, on le mesure même
dans des petites formules. Le en même temps a eu le fait de dire et au lieu de ni et ni. Ça se joue à 2 lettres et ça a tout changé pour Emmanuel Macron. Mais tout à fait. Tout peut changer avec un rien. Tout à fait. Après, aujourd'hui, on peut plus faire le en même temps. La France est confrontée quand même à des problématiques majeures d'immigration, d'économie. Il y a des sujets fondamentaux qu'il va falloir se pencher. En même temps, c'est le non-choix. C'est ça. C'est-à-dire, on essaye de contenter tout le monde et un homme politique ne peut pas toujours contenter tout le monde. Il y a des choix à faire et le fait de ne pas faire de choix, finalement, c'est ne rien faire. Donc, soit on est à gauche, soit on est à droite, mais on ne peut pas le matin être à droite, le soir. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, il faut agir et c'est bien de parler, d'essayer de convaincre, de persuader, mais on attend des actes. Et aujourd'hui, voilà, la France continue à s'endetter et on a des gouvernements qui sont fragilisés. Donc, il faut vraiment passer à l'action aujourd'hui. Alors, s'il y a une action prioritaire que vous voyez, là, on est un petit peu enlisé sur la question des retraites, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait, une sorte d'atout, de joker, d'atout inattendu que François Bayrou pourrait sortir demain et qui pourrait faire la différence ? Est-ce qu'il y en aurait un, oui, dans vos attentes ? Oui, alors moi, personnellement, j'ai l'impression que cette réforme des retraites, quasiment tout le monde la refusait, à gauche comme à droite, évidemment, puisqu'on demande aux Français de travailler 2 ans supplémentaires pour combler un trou de 3 milliards d'euros que les 40 ans de politique désastreuse auxquelles on a fait face ont mené. Donc, c'est-à-dire qu'on demande aux Français, si vous voulez, de payer pour la mauvaise gestion politique des précédentes années. Et on envoie un signal aux Français qui travaillent de devoir travailler plus, alors qu'on pourrait déjà faire des économies en réduisant la dépense publique sur d'autres secteurs. Évidemment, il y aura toujours des voix qui s'élèveront contre, mais demander aux Français dans sa globalité de travailler plus, alors qu'avec les 35 heures, on leur a dit de travailler moins. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps. Mais finalement, on se dit, si l'argument qui est avancé, c'est de faire des économies, pourquoi taper sur les gens qui travaillent plutôt que d'essayer d'aller sur la réduction de la dépense publique, par exemple les fonctionnaires, les aides aux associations, les aides au développement. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et finalement, cette réforme, voilà, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Et si Bayrou veut tenir, il va falloir tendre la main sur cette réforme. Jean-Benoît Poul, quelle carte pourrait tirer François Bayrou ? Je pense, là aussi, pas de réforme spectaculaire, de grandes choses qui marqueraient les esprits et feraient de belles images, mais tout simplement des économies. C'est tout bête, mais faire des économies. Et alors là, c'est vraiment très difficile parce qu'il faut faire des économies avec lesquelles les socialistes, les écologistes soient d'accord. Mais je ne sais pas, je pense au SNU, au Pass Culture, à autre chose qui partent de bonnes idées, qui ne sont pas... voilà. Parce que la gauche vit beaucoup de la dépense publique, c'est ça que vous sous-entendez en fait. Oui, donc l'économie, ça veut dire... En tout cas, voilà, à entendre certaines voix de gauche, toutes les dépenses étatiques seraient nécessaires. Bon, le jeu, c'est d'en trouver dont la suppression soit à la fois indolore économiquement et ne soit pas un si mauvais signal politique. Antoine Fenech, Jean-Benoît Poul, le débat du jour qui continue à réagir par mail direct @radionotre-dame.com. Et en attendant, se poursuit le débat du jour, toujours avec Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur, et Jean-Benoît Poul, chercheur normalien agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église. Vous collaborez notamment, Jean-Benoît, au Grand Continent. Vous pouvez continuer à réagir par mail direct @radionotre-dame.com avec cette question. La France est-elle humiliée par l'Algérie, Louis ? Oui, on va parler d'un incendie. Alors, non pas celui des États-Unis, mais alors celui entre la France et l'Algérie, qui est quand même très important et donne lieu à des déclarations incendiaires, c'est le cas de le dire au sens strict du terme, quand l'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent une campagne de désinformation, sont les mots qu'emploient les autorités algériennes, qui parlent donc héros patentés au sein du gouvernement français, héros AUTS, de l'extrême droite. Ce sont des mots très forts. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait affirmé que l'Algérie cherchait à humilier la France. Donc là aussi, ce sont des termes qui franchissent généralement le seuil du discours diplomatique. Comment l'expliquer ? Pourquoi ? Est-ce que c'est le Sahara occidental et les controverses avec le Maroc, la rivalité avec le Maroc, qui explique aussi l'attitude du gouvernement algérien ? Et la question aussi des influenceurs qui ont été arrêtés, est-ce que c'est une réponse ? Est-ce que tout ça s'inscrit dans une logique à comprendre dans sa totalité, une logique qui peut-être dépasse simplement les relations franco-algériennes ? À voir. Jean-Benoît Poul, Antoine Fenech. Jean-Benoît. Oui, ce qui est sûr, c'est que là encore, c'est une histoire au long cours. Inutile de rappeler tout le passé et tout le passif
de la relation franco-algérienne, relation qui a été fusionnelle, passionnelle, et qui, comme dans toute histoire, en fait, j'allais dire, de mariage et de divorce, laisse des traces profondes de part et d'autre. Le fait que le sentiment national en Algérie est très vif, surtout quand il est question de la France, et réciproquement en France, quand il est question de l'Algérie. Je ne sais pas si ce qu'on appelait naguère le vote pied noir est toujours très important. Aujourd'hui, il y a encore des pieds noirs, mais aussi beaucoup de descendants de pieds noirs. Il serait intéressant de voir quelle est la mémoire de tout cela. Pourquoi aussi les blessures sont autant à vif quand il est question de l'Algérie. Cela étant, je pense que s'il y a une instrumentalisation, en tout cas, elle vient beaucoup plus du pouvoir algérien actuel, qui, il faut le rappeler, est un pouvoir dictatorial, est un pouvoir militaire, encadrement militaire, qui sait très bien attiser le ressentiment à l'égard de l'ancienne puissance colonisatrice pour mieux faire oublier sa propre incurie, ses propres errements de gestion, alors que le pays est assis sur une manne pétrolière, il reste tout de même dans une certaine pauvreté. Et là encore, la question marocaine, là je crois, les rend, si j'ose dire, totalement paranoïaques. J'avais regardé un petit peu des sites, justement, alors francophones, mais proches du pouvoir algérien, connus un peu pour être des voix officieuses d'Alger, et ils sont certes très anti-français, mais alors, dès qu'il est question du Maroc, des services marocains, là on confine au délire avec un vaste complot israélo-marocain, n'est-ce pas, absolument, enfin totalement censé englober tous les problèmes algériens, les fuites de pétrole, je n'en sais rien, le terrorisme, etc. Derrière tout cela, on trouverait la main du Maroc, d'Israël et donc un peu de la France. Donc tout cela n'est guère sérieux, tout cela ne fait pas partie d'une relation, j'allais dire, mature entre deux puissances diplomatiques qui se parleraient d'égal à égal. Et donc, à titre personnel, je trouve juste que la France, comme on dit en langage diplomatique un peu euphémisé, envisage tous les leviers, et notamment, je crois qu'il est question de remettre un peu en cause l'accord de 1968 qui facilite l'octroi de visas, de titres de séjour aux Algériens. Oui, parce que Antoine Fenech, il y a quand même des relations tout à fait particulières entre la France et l'Algérie, et que cet accord aujourd'hui arrive sur le devant de la scène médiatique, parce qu'on en parlait relativement peu avant. Et c'est cet accord, ce traité franco-algérien de 68 avait, à l'époque, si on reprend le contexte, avait du sens, puisque voilà, on sortait de la guerre d'Algérie, on essayait un petit peu de se racheter par rapport à cette époque coloniale. Mais cet accord, voilà, il était fait en 1968. Il autorisait 35 000 Algériens à pouvoir venir chaque année sur notre sol sans visa, donc de libérer la circulation des personnes. Aujourd'hui, il faut savoir que cet accord est toujours en vigueur et c'est une filière d'immigration en tant que telle, à part entière. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu problématique dans le sens où si on veut pouvoir renvoyer une personne qui vient chez nous dans son pays d'origine, les choses sont beaucoup plus compliquées à cause de ce traité. Puisqu'il n'y a pas de question de visa, en fait. La personne vient chez nous et s'installe. Donc cet accord, il est à mon sens obsolète, puisqu'il fait partie d'un autre temps, d'une autre époque. Mais ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est que ce qui se passe, si vous lisez l'actualité, si vous regardez un peu ce qui se passe actuellement, on a l'impression qu'on est dans les années 60 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous parle encore de cette colonisation comme si elle était aujourd'hui à l'ordre du jour. Ce qui s'est passé dans les années 60, cette rente mémorielle intemporelle, on continue l'Algérie se victimise sans cesse sur cette histoire. Alors évidemment, ça a été terrible. Voilà, il y a eu des massacres. Mais cette histoire aujourd'hui, la France essaye d'avancer, de coopérer avec l'Algérie, de développer l'économie, de développer des partenariats, de donner des mains tendues. Et finalement, on remarque que voilà, les présidents français passent, donnent des gerbes, déposent des gerbes de fleurs. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait dit au début de son mandat que la colonisation était un crime contre l'humanité, et donc tous les présidents, donc Sarkozy, Hollande, Macron, avaient fait un effort là-dessus. Et finalement, c'est à sens unique. Voilà, c'est à sens unique. On a l'impression qu'on doit tout à l'Algérie, qu'on ne peut même plus parler au Maroc. Après, le Sahara occidental cet été et le revirement d'Emmanuel Macron, ça n'est pas tout à fait une main tendue. Alors, le Sahara occidental, comme vous venez de le dire, a été reconnu par les États-Unis et par l'ONU comme étant voilà, un territoire sous souveraineté marocaine. L'histoire aussi donne raison du Sahara occidental au Maroc. Et la France
a décidé de suivre le pas. Ça ne veut pas dire qu'elle entre en guerre avec l'Algérie. Ce que je voulais dire par là, c'est que la main tendue, il y a pu y avoir par le passé, mais aujourd'hui, la politique étrangère de la France n'est pas une main tendue vis-à-vis de l'Algérie. Alors aujourd'hui, malheureusement, elle ne l'est plus. Pourquoi ? Parce que les efforts ont été infructueux avec la France. Et au final, si c'est à sens unique, ça ne peut pas fonctionner. On donne en 2023, on a donné 209 000 visas pour les Algériens pour venir en France. Et en contrepartie, vous avez que 2000 laissez-passer consulaires. Ce qui s'est passé avec l'influenceur Doualem, c'est une sorte de bras d'honneur diplomatique finalement. C'est une personne de nationalité algérienne qui avait son passeport algérien qui a été refusé dans son propre pays, alors qu'en plus, on le sait, il était venu en 2022 en Algérie. Donc finalement, la France se fait humilier. Oui, Bruno Retailleau a eu raison de le dire. Maintenant, je pense qu'il faut prendre des mesures, et c'est bien d'avoir dit les choses, mais il faut agir. Jean-Benoît Paul. Oui, d'accord avec les grandes lignes de ce qui vient d'être évoqué. J'ajouterais aussi, comme le disent des grands écrivains et excellents connaisseurs aussi de l'Algérie, et pour cause, que sont Boualem Sansal, aujourd'hui emprisonné, et Kamel Daoud, ils font une analyse que je trouve tout à fait juste. Pourquoi le régime algérien aujourd'hui parle tant de la colonisation française et de la guerre de libération nationale dont il est issu, mais c'est pour ne pas parler de l'autre traumatisme terrible qui est la guerre civile algérienne contre les islamistes, qui a fait, certaines analyses disent plusieurs centaines de milliers de morts dans les années 90, et qui est bien plus proche, et qui est là, j'allais dire, le vrai cadavre dans le placard, s'il y en a un. En tout cas, voilà, avec des exactions de la part des islamistes, mais aussi de la part du pouvoir pour saper totalement le soutien populaire à l'islam, enfin au parti plutôt islamiste. Pardon. Donc, tout cela, en fait, est effectivement d'une grande hypocrisie. Et j'ajouterais en plus qu'on a un petit peu le sentiment d'un immense gâchis, puisque ces relations auraient pu être tout autres. Je rappelle que le clan au pouvoir, voilà, en gros les héritiers, pour faire simple, du président Boumedienne dans les années 70, via Bouteflika, via les autres, etc., en fait ne représente qu'une toute petite partie du nuancier total des gens qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et on peut penser à d'autres, ou pour l'autonomie, on peut penser à Ferhat Abbas, Messali Hadj, etc., Ben Bella, d'autres gens qui étaient certes à certains moments ont combattu la France, je ne le nie pas, mais avaient peut-être aussi plus d'intelligence politique et une toute autre idée, peut-être beaucoup moins tiers-mondiste, beaucoup moins dans le romantisme révolutionnaire, des relations avec la puissance française. Donc l'Algérie, indépendante, en tout cas depuis l'accaparement du pouvoir, c'est aussi l'histoire d'un immense gâchis pour les Algériens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu tirer profit mutuellement de nos richesses, de la francophonie qui est tout de même développée en Algérie, voilà, des ressources, et pourquoi pas avoir des partenariats bilatéraux entre deux pays, cela c'est toujours fait. Mais là, aujourd'hui, on a le sentiment d'une relation viciée, d'une relation qui n'est pas saine à la base et qui est quand même asymétriquement exploitée beaucoup plus par le pouvoir algérien. On entretient, puisque vous avez fait allusion à la guerre civile des années 90, la France a plutôt soutenu le régime militaire algérien contre les islamistes. Donc on se retrouve un petit peu piégé dans cette histoire entre un régime qui fait de la surenchère, quasiment une surenchère démocratique. Si vous voulez qu'un régime laïque demeure en Algérie, soutenez-nous. C'est aussi une forme de chantage. Oui, après, voilà, je pense que le gouvernement français avait ses raisons, qui est parfois de la raison d'État, bon, sans aller évidemment jusqu'à couvrir des exactions. De deux mots, il faut choisir le moindre, et en cas de guerre civile, tous les gouvernements ont une propension à soutenir la stabilité, le déjà établi, surtout si c'est pour tomber dans l'hydre islamiste. Après, voilà, j'analyse avec peut-être plus de recul. On a eu dans les années 90 que les historiens, les sociologues appellent une brutalisation de la société entière. C'est-à-dire que, encore plus que dans la guerre d'indépendance algérienne, la mort est entrée dans tous les foyers. La mort, tous les gens ont ou connaissent ou ont dans leur famille des morts, des gens enlevés, des gens qu'on a retrouvés décapités, des gens aussi à qui l'armée a dit de se déplacer et qu'on n'a jamais pu retrouver, etc., etc. Donc il y a quelque chose comme un traumatisme collectif enfoui, et les psychanalystes diraient que l'Algérie, une part en tout cas notable de la société algérienne, fait une projection vers la France pour éviter d'avoir à parler de tout ça.
Ce qui se comprend. Oui, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est un immense gâchis, parce que quand on connaît les liens d'amitié qu'il y a pu avoir entre la France et l'Algérie, les liens géographiques, démographiques, c'est vraiment dommage. J'ai envie de dire même plus pour l'Algérie que la France aujourd'hui, parce que la France est plus indépendante économiquement, elle a plus d'indépendance. Mais finalement, on se dit que voilà, la politique menée par le président algérien Tebboune, la géopolitique n'a aucune vision, n'a aucun futur. L'Algérie s'isole, même au sein du Maghreb. Donc, je ne vois pas l'objectif d'une telle politique, puisque finalement, l'Algérie pourra continuer à vendre son gaz et son pétrole, mais vous voyez, par exemple, ce que vous venez de dire, Jean-Benoît, l'Algérie aurait pu, par exemple, fonder une industrie avec la France, faire des partenariats qui auraient pu fonctionner. Et finalement, voilà, on a un pays qui a presque, j'ai envie de dire, même envie d'être bloqué dans son passé et de continuer à vivre sur cette rente mémorielle, alors que, bah oui, chaque pays a des tâches dans son histoire, mais l'objectif, c'est de vivre dans le présent, d'avancer et de dessiner le futur ensemble, et pas de ressasser continuellement le passé qui peut être douloureux. Avec une population très très jeune et très majoritairement pour la population masculine, très majoritairement au chômage, ce qui est quand même tout à fait problématique. C'est-à-dire qu'il y a une source d'énergie humaine considérable en Algérie, mais qui n'est pas du tout valorisée. Bien sûr, et d'ailleurs, vous le voyez qu'il y a beaucoup de personnes de nationalité algérienne qui viennent aussi en France parce qu'il y a des débouchés professionnels, et donc ça montre qu'il y a des intérêts communs, et donc il faut vraiment que le président Tebboune inflexe sa politique agressive envers la France, puisque là, on en est presque à un point de non-retour. Il y a un élément aussi qui mérite d'être mentionné, c'est que depuis le mois de décembre, et donc l'histoire de la DGSE qui aurait monté un complot contre l'Algérie, c'est une histoire complètement folle, j'ai envie de dire. On n'entend pas Emmanuel Macron s'exprimer. C'est-à-dire qu'on entend certaines personnes hausser le ton, Bruno Retailleau, etc., mais on n'entend pas notre président taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Bon, il a dit une fois, oui, je n'ai pas à m'excuser de la colonisation, alors que bon, il a déjà fait plein d'efforts là-dessus. Mais finalement, voilà, on laisse tout passer. Et jusqu'où en fait? Parce que ça va continuer tant que. Et pourquoi se tait-il alors qu'on imagine qu'une sorte de coup de gueule le ferait remonter dans les sondages? C'est le en même temps. C'est encore une fois, voilà, l'idée de se dire bon, on ne sait jamais, peut-être que Monsieur Tebboune va changer de discours, mais tant que vous ne disiez rien, il va rien se passer, ça va continuer. Vous avez vu même le président Tebboune a dit que la France devait ériger une grande statue en plein Paris de Abdelkader, donc le fameux, je crois que c'était un général qui avait lutté contre le colonel. Ouais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas tenir des discours comme ça aujourd'hui. Surtout qu'Abdelkader, pardon, là, je fais l'historien, mais est déjà honoré en France. Et justement, il y avait cette idée, bon, un peu reconstruite, mais chevaleresque, je dirais, sans remonter jusqu'à Saladin, de l'ennemi qui se rend avec noblesse et à qui on rend les honneurs pour avoir combattu noblement. Et Abdelkader, je le rappelle, était grand croix de la Légion d'honneur. Et c'est une personnalité tout à fait admirable, d'ailleurs, qui est intervenue pour protéger les chrétiens d'Orient. Alors, c'était après s'être rendu, notamment persécuté au Liban. Donc, voilà, c'est un personnage à qui la France a su rendre les honneurs et qui lui-même a su, j'allais dire, bon, c'est rendu, in fine, et il y avait cette idée, voilà, on honore l'ennemi vaincu, certes, mais vaincu avec noblesse. Et aujourd'hui, voilà, on est un peu dans l'idée, malheur au vaincu, on lui enfonce la tête sous l'eau, ce qui n'est pas... Il ne faut pas faire dire à Abdelkader ce qu'il ne dit pas, parce que le président algérien a tendance à l'instrumentaliser lui-même, apparemment. Oui, tout à fait. Abdelkader ne se serait sans doute pas reconnu à de multiples égards dans la figure du président Tebboune. Ne serait-ce que, je ne sais pas si le président Tebboune sait manier le sabre aussi bien qu'Abdelkader. Bon. Quelle perspective voyez-vous pour l'Algérie aujourd'hui? Quels peuvent être ses alliés? Parce que la démographie, on le disait tout à l'heure, est très jeune. Mais quel peut être le futur de l'Algérie? Mais l'Algérie aujourd'hui, oui, l'Algérie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est isolée pour l'instant. Donc les liens avec le Maroc sont quasiment inexistants. Même les frontières terrestres sont difficiles d'accès.
La Tunisie a plutôt un rapport favorable avec l'Algérie, mais enfin, sa politique étrangère est assez quasiment inexistante. Donc, l'islamisme continue sa progression aussi. Il y a aussi des questions de corruption. Donc, je pense que l'Algérie doit faire aussi un effort en interne pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes en interne. Son économie est plutôt dynamique. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup de matières premières et tant mieux pour elle. Mais il faut aussi anticiper, prévoir le futur et pas être que dans le présent. Donc, l'Algérie, selon moi, devrait axer sur sa politique étrangère, pas simplement avec la France, mais essayer, voilà, on parlait de cette union du Maghreb à l'époque qui aurait pu être vraiment favorable à tous les pays du Maghreb, dont l'Algérie, une union économique. Mais aujourd'hui, voilà, c'est au point mort. Donc, il faut arrêter de taper à chaque fois sur la France et de dire la France est responsable de que tous les problèmes de l'Algérie et essayer de, si vous voulez, de se prendre en main et de développer en interne les compétences, l'économie, l'industrie, le tourisme, etc. Jean-Benoît Poul, on peut espérer une union économique du Maghreb dans les années qui viennent ? La situation me paraît tout de même assez compliquée. Je le souhaite, mais il y a un très fort conflit territorial, comme vous savez, entre le Maroc et l'Algérie. Et la Tunisie, pour le troisième larron du Maghreb, pourtant une des sociétés les plus avancées, qui a fait la première, le printemps arabe, etc., est aujourd'hui sous la coupe d'une dictature qui est, à certains égards, plus inquiétante encore que le régime algérien, qui est une dictature où il y a encore moins de liberté personnelle, la dictature du président Kais Saied, qu'en Algérie, qui est, j'allais dire, une dictature classique, si vous me permettez, avec ses aspects folkloriques, si vous me permettez cela. Donc, c'est compliqué parce que le Maroc et l'Algérie, ils en sont au stade, j'allais dire, de la France face à l'Allemagne, de la question de l'Alsace-Lorraine, etc. Donc, à moyen terme, il n'y a pas... La situation me paraît compliquée, on peut complexe. toujours espérer des gestes prophétiques de paix, etc. Mais la situation me paraît un peu creuse, avec certes un Maroc qui s'arrime, on va dire, à l'ouest, et une Algérie qui, au contraire, dérive, si j'ose dire, de plus en plus vers le sud, vers tous ces pays dits du sud global. C'est une expression un peu cliché, utilisée d'ailleurs par la propagande pro-russe pour faire croire à une unité de vue entre tous ces pays qui n'existent pas forcément. Mais on voit bien que, effectivement, céder à ces sirènes du sud global pour le régime algérien, c'est aussi céder aux sirènes de la facilité anti-française et au régime sahélien qui se sont récemment détournés de la France. Après avoir parlé de la Terre, parlons dans les airs maintenant, dans l'espace, Louis Dauphren. Oui, l'espace plutôt que le ciel avec un grand C, mais le ciel, c'est un enjeu très important et on sait que... Avec un grand C aussi, le ciel, c'est un enjeu très important. Oui, mais bien sûr. Mais je faisais allusion aux déclarations de Martin Sion, qui est le PDG d'Ariane Group. Alors c'est sur ce terrain que se joue une partie en fait quand même de l'existence européenne. C'est la notion de préférence européenne, dit-il, qui doit être en haut de l'agenda des différents pays européens. Parce que s'il n'y a pas de marché européen, il n'y aura pas d'initiative durable dans lesquelles il y a un développement avec de l'investissement privé. Pourquoi dit-il cela au moment où l'entreprise spatiale américaine du richissime fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'apprête à mener aujourd'hui son premier vol orbital depuis sa création en 2000, donc une nouvelle fusée New Glenn qui voit justement son décollage arriver bientôt dans quelques heures. Il y a en même temps la peur d'un rapprochement entre l'industrie spatiale américaine et puis certains pays d'Europe, en particulier Giorgia Meloni, qui a parlé favorablement avec Elon Musk d'un certain nombre de contrats de cybersécurité entre l'Italie et sa société SpaceX, d'où la réaction du PDG d'Ariane Group. Alors comment interpréter cette notion de préférence européenne compte tenu d'aujourd'hui de ce que dit Elon Musk et de la pression qu'exerce Elon Musk sur les pays européens? Jean-Benoît Poul et Antoine Fenech. Antoine. Alors, en fait, cette histoire de rapprochement entre l'Italie et donc pour l'instant, c'est assez hypothétique. On parle de contrats d'une valeur d'1,5 milliard d'euros en termes de cybersécurité entre l'Italie et potentiellement les États-Unis et SpaceX d'Elon Musk. Je ne vois pas pour l'instant d'inquiétude à avoir. Pourquoi ? Parce que l'Italie, vous voyez, par exemple, la France. Là, on a eu le cyclone à Mayotte et la France a décidé de prendre des satellites Starlink pour le réseau. Donc, le Starlink, c'est Elon Musk aussi, pour le réseau à Mayotte. Donc, et ça n'a pas entaché
l'entreprise Ariane Group et le spatial européen. Je pense qu'il faut savoir être pragmatique. Parfois, il y a des urgences. Il faut aussi reconnaître que telle entreprise peut débloquer une situation. Moi, je dis que tant que les intérêts européens, tant que ça crée de l'économie en Europe et que les avantages sont supérieurs aux inconvénients par rapport à l'Union européenne, pourquoi pas, tant que ça n'entache pas les fondements de l'économie de l'entreprise Ariane Group, je ne suis pas fondamentalement opposé. Donc je pense que Meloni a un intérêt avec Musk, surtout que c'est en matière de cybersécurité, c'est-à-dire que elle a besoin de certains produits spécifiques que SpaceX est en mesure de produire pour l'Italie, que par exemple Ariane Group ne serait pas forcément en mesure, ce ne serait pas aussi efficace. Donc voilà, si c'est un contrat, ça s'arrêtera là, et ça n'empêchera pas les lanceurs Ariane, l'ISS, etc. Vous voyez ? Même si Elon Musk a cassé les prix en termes de lancement de fusées. Oui, parce qu'avec ces lanceurs réutilisables pour les Starship, les vaisseaux lourds, voilà. Mais après, lui, c'est une stratégie pour aller sur Mars. Donc, c'est pas pour la concurrence avec l'Union européenne, c'est vraiment pour. Mais ça fragilise peut-être un marché qui était jusque-là détenu, où les Français avaient quand même un certain poids. Oui, mais vous regardez aussi que la France fait des partenariats, et l'Union européenne, avec l'ESA, fait des partenariats avec SpaceX, puisque quand on a lancé le télescope James Webb dans l'espace qui fait des miracles en termes d'astrophysique, on a l'impression que on travaille ensemble avec les États-Unis. Donc, il y a des coopérations, ça s'est toujours fait entre la NASA, SpaceX et l'ESA. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus pour l'instant. Jean-Benoît Paulin. Oui, au-delà de ce cas particulier, Antoine Fenech a très bien résumé, très bien montré, je ne suis pas non plus extrêmement inquiet en l'espèce. Je dirais que c'est l'illustration, une nouvelle fois, d'un des problèmes structurels de l'Union européenne, qui est qu'elle n'a pas une seule tête politique. Donc, vous voyez, on a des dirigeants aujourd'hui qui ont la cote, donc en gros, à cause économiquement, je veux dire, à cause de leur place prépondérante en Europe. Aujourd'hui, je dirais l'Italie de Madame Meloni, la Pologne aussi, qui effectue son grand retour, et des dirigeants qui ont désormais la décote, Emmanuel Macron, je ne reviens pas dessus, et le chancelier Olaf Scholz. Et le problème, c'est que on a l'impression que les pays qui ont la cote peuvent s'abstraire d'une logique européenne, d'autant plus que Madame von der Leyen, elle a carrément la décote depuis très très longtemps, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Je pense que voilà, elle méritait, peut-être n'aurait-elle pas dû faire, encore une fois, un second mandat à la tête de la Commission européenne. Bon, ça c'est autre chose, mais le problème, c'est que là encore, l'Europe ne peut pas parler d'une seule voix politique, et dans cette sphère qui concerne effectivement des conglomérats d'activités européennes, des pays puissent faire cavalier seul. Alors en l'espèce, il y a de bonnes raisons de le faire, comme toujours, quand on parle de logique économique et commerciale, il y a des bonnes raisons à s'unir. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on soit vraiment incapable de parler d'une seule voix et de répondre aussi à l'imprévisibilité d'Elon Musk. Parce que bon, en l'espèce, c'est très bien, s'il se concentre sur les fusées, c'est très bien, mais je m'inquiète beaucoup. Il est coutumier de revirement. Donald Trump, le président élu, également. Donc, je me méfie que l'Europe ne soit pas capable d'une telle stabilité en réponse, en réplique aux grands accidents du monde, et de tenir une ligne politique face à une puissance américaine qui, justement, va peut-être se montrer moins amicale que dans les années précédentes. Alors justement, sur ce caractère inamical, rappelons qu'Ariane Group est une société franco-allemande qui a été créée en 2015. Et Martin Sion dit « Lorsque les États européens prennent des décisions de lancer des satellites institutionnels sur des lanceurs non européens, c'est franchement quelque chose qui affaiblit notre activité. » C'est quand même une parole... on n'a pas trop l'habitude dans la bouche des responsables, des patrons, d'avoir des paroles si claires, si vives, dans un milieu où on est plutôt encore... sur une forme de tonalité de réserve. Là, ce n'est pas le cas du tout. Bien sûr, en fait, Martin Sion défend évidemment son entreprise et son intérêt. Après, voilà, il faut se dire que les sommes qui sont en jeu sur le potentiel contrat, c'est vraiment dérisoire, parce que on sait que l'industrie spatiale, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros à chaque fois sur les contrats. Là, on parle d'1 milliard d'euros. Après, voilà, le message qui peut être envoyé par l'Italie peut potentiellement faire des émules. Voilà, faire des émules.
sachant que l'Union européenne, le spatial, l'Union européenne est assez souveraine. C'est un des secteurs, le spatial, où l'Union européenne est un des plus souverains. Donc, c'est vrai qu'il faut axer sur cette souveraineté le plus possible. Après, il y a aussi des avantages comparatifs. Si on peut utiliser les lanceurs réutilisables, si ça peut bénéficier... Utilisons-les. Voilà, exactement. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Vous nous avez emmenés dans l'espace ce matin. Merci beaucoup. Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur. Jean-Benoît Poul, chercheur normalien, collaborateur au Grand Continent. Merci beaucoup à Louis Dauphren. Merci beaucoup à Pascal Gauthier qui a assuré la réalisation ce matin.